Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission politique Le Débat, faut-il nécessairement un gouvernement d'ouverture avec Monsieur Chekmar Diallo, secrétaire politique du comité exécutif du bureau sortant ADP Maliba, Alliance pour la paix. Monsieur Diallo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Monsieur Chekne Kamara, président des bâtisseurs. Monsieur Kamara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Tissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti SADI. Monsieur Bokoum, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Robert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour nous. Merci. Et monsieur Mamadou Abdoulaye Diko, membre du bureau exécutif national URD, adjoint au secrétaire politique. Monsieur Diko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Dissa. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau de débat. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer cette émission par vous lire un communiqué de l'honorable Cham, président de l'ADP Maliba, qui suit. Les partis ADP Maliba a décidé, depuis la fin du second tour de l'élection présidentielle, d'engager un dialogue responsable et constructif avec le pouvoir en place pour sortir le Mali de cette crise multidimensionnelle. Aucune déclaration contraire n'engage les partis dont j'assure la présidence jusqu'à l'organisation du prochain congrès signé le président honorable Amadou Cham, chevalier de l'ordre national. Monsieur Diallo, alors, vous dites que vous êtes secrétaire politique du bureau sortant. Alors, nous savons aujourd'hui qu'au sein de l'ADP, il y a deux franges. Une qui est prête à aller dans le sens de l'honorable Cham et l'autre qui n'est pas prête à aller dans ce sens-là. Est-ce que ce soir, nous devons considérer vos propos comme des propos qui engagent toute l'ADP? Bien, je vais vous dire, je suis tout d'abord très attristé de voir que un communiqué de ce genre est lu sur les antennes africaines parce que je crois qu'aujourd'hui, l'opinion, aussi bien nationale qu'internationale, est consciente des faits qui se sont produits et qui ont conduit aujourd'hui le parti ADP Maliba à entreprendre des démarches visant à faire en sorte que des personnes qui tentent d'empêcher le parti d'appliquer de manière claire sa ligne politique soient mises hors d'état de nous empêcher de cela. Donc aujourd'hui, l'honorable Amadou Cham se qualifie de président. Je crois qu'il y a eu une déclaration datée du 16 avril qui a été signée par l'ensemble des coordinateurs régionaux, par les députés, par l'écrasante majorité des cadres de ce comité exécutif sortant et qui établit que non seulement le mandat du président sortant est arrivé à terme depuis le 8 février 2019, date à laquelle le congrès du parti aurait dû être organisé, mais qu'en plus de cela, si on se rend au niveau de l'administration territoriale, on constatera que le secrétariat général du parti n'a même pas eu la présence d'esprit d'aller faire enregistrer les conclusions du congrès de 2015. Qui de toute la façon, pour gagner du temps, oui, l'affaire est devant un tribunal. Et je crois que nous ne sommes pas ici une cour de justice pour statuer là-dessus. Pour répondre à votre question de manière précise, je dirais tout simplement que je ne parle pas au nom d'Amadou Cham, je ne parle pas au nom de Sori Ibrahima Traoré, je parle au nom de l'ADP Maliba. Une partie de l'ADP Maliba. Dès lors que vous ne parlez pas au nom du président, qu'il soit sortant, qu'il soit là, on va d'abord vraiment, comment dire, accorder nos violons, monsieur Diallo. Si vous le dites. Moi, en tout cas, moi, je vous confirme que je parle au nom du parti ADP Maliba, qui a d'ailleurs fait des communiqués concernant la mise en place, la nomination du Premier ministre, des communiqués qui éclairent l'opinion sur ce qui se passe au sein du parti et qui, pour nous, sont assez clairs pour prouver qu'aujourd'hui, je parle de manière légitime et de manière normale. En tout cas, quel que soit le problème à votre niveau, nous restons, vraiment, nous attendons les verdicts du tribunal. Cela n'est pas tellement de notre ressort de nous prononcer là-dessus. Mais donc, nous allons continuer avec les débats, M. Diallo. Quelle est votre conception, en fait, d'un gouvernement d'ouverture? Comment vous concevez un gouvernement d'ouverture? Bien, vous savez, je vais vous dire, pour moi, aujourd'hui, on a entendu toutes sortes d'appellations
pour les gouvernements qui ont été mis en place au Mali depuis 2013. Au départ, on nous a parlé de gouvernement de crise. Ensuite, on nous a parlé de gouvernement de choc. Ensuite, on nous a dit qu'il s'agissait d'un gouvernement de combat. Et aujourd'hui, on parle d'un gouvernement de mission. Moi, la première chose sur laquelle je m'interroge, c'est de savoir si un gouvernement peut être sans mission. Je crois qu'aujourd'hui, il faut véritablement revoir la manière dont les démarches sont entreprises pour que les Maliens se rassemblent. Ce qui a été demandé depuis plusieurs mois d'ailleurs, c'est qu'il soit organisé un dialogue national inclusif, un dialogue que certains aussi appellent refondateur, qui est une voie pour pouvoir réellement cibler les principaux enjeux du Mali, d'en trouver les solutions adéquates et d'aller vers une solution qui permette de rassembler tout le monde. Maintenant, moi, je ne suis pas si confiant que cela, qu'il faille forcément employer des terminologies d'ouverture ou autres pour qualifier un gouvernement. Ce dont nous avons besoin, ce dont les Maliens ont besoin réellement, c'est de résultats clairs et concrets. Et donc, voilà ce que je crois être le plus utile aujourd'hui pour le Mali, des résultats et des actes concrets. On en parlera certainement. Monsieur Diko, quelle est votre conception en fait, du gouvernement d'ouverture ou du gouvernement d'union nationale? Je voudrais, avant de répondre à votre question, adresser un salut fraternel et amical à vos téléspectatrices et à vos téléspectateurs et vous remercier, renouveler mes remerciements pour l'invitation. Je crois que notre pays est englué depuis un certain nombre d'années dans une série de crises. Une crise sécuritaire, avec cette spirale meurtrière qui s'est emparée du pays. Une crise sociale, avec toutes ces grèves que le pays connaît, les nombreux préavis de grève. Une crise économique et financière. Tout le monde le constate, tout le monde en parle. Il n'y a pas d'argent, la dette intérieure explose. Partout, c'est des urgences. Nous avons une crise morale avec ce que nous avons connu. Vous vous rappelez du feuilleton enseignement sexuel complète, qui en vérité n'était qu'un enseignement de l'homosexualité au Mali, ce qui n'est pas du tout acceptable. Fort heureusement que les forces religieuses gardiennes de nos valeurs sociétales se sont érigées contre ce projet et qui ont mis en échec justement ce projet. Nous avons enfin une crise politique née de la dernière présidentielle qui n'est pas totalement vidée. Donc un pays confronté à des crises pareilles ne peut pas ne pas s'asseoir un moment pour faire le diagnostic. Un diagnostic complet, un diagnostic sans complaisance. Des maux qui assaillent notre pays. Et je crois, après ce diagnostic, bien évidemment, les solutions pourront être apportées, les remèdes pourront être apportés. Et je pense qu'un gouvernement, qu'il soit de large d'ouverture, de consensus, de mission, je ne suis pas trop intéressé par ce débat de sémantique. Mais l'important pour moi est qu'à l'issue de ce diagnostic, à l'issue de l'identification de ces remèdes, le gouvernement qu'on mettra en place ne devrait être qu'un instrument chargé de mise en œuvre justement de ces solutions proposées. Pour moi, un gouvernement, Diallo l'a dit, est forcément un gouvernement de mission. Mais il est important que les gens s'asseyent, définissent la mission, conviennent des enjeux, aient la même appréhension et la même perception des solutions apportées, afin que l'instrument, encore une fois, qui est le gouvernement, l'instrument chargé de mettre en œuvre ce qu'il aura été convenu, soit là. Peu importe qu'il soit d'ouverture, qu'il soit consensuel, l'important est qu'ensemble, avec la situation que connaît notre pays, que les Maliens acceptent de s'asseoir pour faire le diagnostic et apporter les remèdes qu'il faut. Comme de toute la façon, nous allons parler du gouvernement d'ouverture. Alors, de toutes les façons, en ce moment, il faudrait qu'on sache ce que les uns et les autres pensent de cette notion même de gouvernement d'ouverture, pour que même ceux qui nous suivent puissent réellement savoir de quoi nous parlons au juste. Monsieur Babarou, quelle est votre conception à vous d'un gouvernement d'ouverture? Bonsoir aux téléspectateurs. Merci Robert. Notre conception de gouvernement d'union nationale ne peut pas se dessiner sans tenir compte de ce qui s'est passé en amont depuis des années
Vous savez, le gouvernement d'union nationale, ça me rappelle, vous revenez un peu sous le régime de Moussa Traoré. C'était ce qu'on appelait consensus, cooptation, ainsi de suite, pour essayer de remettre tout le monde ensemble. Pendant 23 ans, ça n'a pas marché. Après Moussa Traoré, je pense qu'il fut un moment où le régime de gouvernement, ou sous le mandat de Alpha Omar Konaré, on a essayé de remettre encore les gens ensemble pour former un gouvernement d'union nationale. Et les partis politiques aujourd'hui qui sont sur la place en savent beaucoup, suffisamment, sur les difficultés qu'ils ont eu non seulement de coordonner le parti au ministre qui est parti représenter l'orientation que doit suivre leur parti au sein du gouvernement et d'une manière globale. Et secondo, il est encore plus difficile pour ces différents partis encore de pouvoir se retrouver pour donner une position qui peut aller à l'encontre au cas où le gouvernement va sur un autre chemin, de pouvoir contester lorsque vous avez réellement contesté ou dénoncé lorsque vous avez un des vôtres au sein de ce gouvernement. Donc, en 1991, l'avènement de la démocratie, c'était un événement majeur de notre histoire. C'était tout simplement une conception de gestion du pouvoir. On va aux urnes, on demande le suffrage du peuple et après, on assume sa conséquence, les conséquences qui découlent de sa gestion, soit positives ou négatives, mais on assume. C'est ça une majorité présidentielle. Et donc aujourd'hui, malgré les difficultés du pays, il ne faudrait pas que nos divergences ou nos différences, disons, soient considérées comme étant des divergences ou des ruptures qui vont souvent dans un sens ou même souvent antagonistes et pouvant même être violentes au point que les enfants d'un même pays soient dans l'incapacité de poser le problème autrement, mais dans une contradiction. Donc aujourd'hui, si on veut faire des attelages mal assortis, dans une situation aussi compliquée, dans une situation où la classe politique aujourd'hui se débat, pour se bat matin, midi, soir, pour essayer de retrouver sa légitimité et sa crédibilité, il serait mal vu aujourd'hui que les choses, que des attelages mal assortis soient encore faits, comme ça a été fait dans le passé, pour qu'après un cas d'échec, qu'il n'y ait aucune responsabilité qui puisse en découler. Personne ne sera responsable de l'échec d'un gouvernement d'union nationale. Donc nous pensons dans ce cas, Robert. Nous-mêmes, nous ne savons pas, s'il vous plaît, nous-mêmes, nous ne savons pas jusque-là ce que c'est un gouvernement d'union nationale. C'est ce que nous demandons à savoir d'abord, avant toute autre chose. Moi, je voudrais que les gens puissent comprendre tout simplement que ces contradictions quant à la vision du Mali, de son avenir, de son passé, ou de son avenir, ou du présent, que ceci doivent être effectué avec la plus grande fermeté requise. D'accord. Pour qu'au moins que les gens sachent où on va sur le plan idéologique, politique, culturel et même social. Donc on ne peut pas aller dans un mélange. Donc le gouvernement d'union nationale, en gros, c'est tout simplement de reprendre toute la classe politique dans sa majorité, ou parmi les partis les plus signifiants, pour les mettre dans une seule action gouvernementale et faire taire toute contradiction hors du système d'exécution du pays. Et donc dans ce cas, vous conviendrez avec moi qu'en cas d'échec, en cas de difficulté, ce serait aussi une manière d'enterrer la démocratie, la raison pour laquelle les gens sont morts. Donc il est inacceptable que l'on puisse rentrer dans ce jeu, en plus dans une situation aussi confuse et trouble. Donc et encore pire, le président de la République disposant de tous ses pouvoirs constitutionnels, il ne peut y avoir de gouvernement d'union nationale lorsque c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui décide quand il doit partir. Il n'existe que par décret et donc il parle d'accord. Un accord n'est pas une loi. La République du Mali a signé un accord avec l'Algérie. On n'a jamais réussi à le mettre en œuvre. Et donc ce n'est pas un accord politique qui fera foi de loi dans ce pays. D'accord, merci beaucoup, monsieur Camara. Quelle est votre conception en fait du gouvernement d'union nationale, du gouvernement d'ouverture? Merci, monsieur Dissa. Je voudrais saluer l'ensemble des travailleurs d'Africable ainsi que de nos téléspectateurs et aussi saluer nos forces armées et de sécurité qui, malgré la situation extrêmement difficile que nous connaissons aujourd'hui, continuent de se battre pour nous permettre à nous autres d'être dans la sérénité, dans la tranquillité d'esprit pour débattre calmement ici. Cela dit, je pense que je suis d'accord avec Babarou, M. Bokoum, quand il a fait un peu l'historique de l'évolution politique, n'est-ce pas, de ce pays-là. Mais très rapidement, ce que je voudrais préciser, avec le président Moussa Traoré, c'était le monopartisme.
c'était la démocratie au sein du parti. Les cooptations se faisaient au sein du parti. Les contradictions politiques n'étaient pas autorisées. Et si ces contradictions existaient, alors elles se faisaient dans la clandestinité. Donc c'est véritablement avec la démocratie, dont on connaît les règles, hein, une majorité, une opposition. La majorité, n'est-ce pas, qui met en place, qui anime les institutions de la République, et comme il l'a si bien dit, qui est jugée favorablement ou sanctionnée, n'est-ce pas, à travers les résultats alors dont elle fait preuve. Et il y a une opposition qui est là, qui veille à l'action de la majorité, qui critique cette majorité-là, qui remet en cause, n'est-ce pas, qui indexe ses insuffisances, alors qui étale ses lacunes pour que le peuple soit véritablement témoin de ce qui se joue relativement à son destin. Je crois que le président Amadou Toumani Touré avait réussi dans un contexte de paix. Parce qu'en 2002, quand il venait, n'est-ce pas, au pouvoir, le Mali était relativement beaucoup plus dans une situation de paix que celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais il avait dit une idée qui était intéressante à l'époque. Il dit il ne faudrait pas que le gagnant gagne tout et que le perdant perde tout. Donc, il a mis en place, n'est-ce pas, un système de gestion qu'on a appelé la gestion consensuelle du pouvoir. Et en 2012, lorsque la crise, n'est-ce pas, dont nous continuons de gérer les conséquences jusqu'aujourd'hui, a éclaté, c'est cette gestion consensuelle du pouvoir qui véritablement a été indexée. On a dit que c'est parce que justement, il n'y avait pas une opposition forte, crédible, audible, capable, n'est-ce pas, de critiquer les tares du régime, que véritablement le régime, n'est-ce pas, a sombré et qu'on s'est retrouvé dans cette léthargie et que véritablement, n'est-ce pas, le pays a connu le choc le plus chaotique, n'est-ce pas, de son histoire. Et en 2013, je crois que le président Ibrahim Boubacar Keïta a clairement signifié aux Maliens et aux Maliennes qu'il n'y aura plus de partage du gâteau. Et durant tout le premier mandat, n'est-ce pas, le premier quinquennat, c'est la majorité présidentielle qui a gouverné. Et l'opposition était là. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, l'innovation à ce niveau, c'était qu'il y a eu quand même le statut, hein, du chef de file de l'opposition qui a été accordé. Et le bureau du chef de file de l'opposition a bénéficié d'une dotation d'1 demi-milliard par an pour permettre à l'opposition d'avoir les moyens de son diagnostic, de son évaluation, de ses analyses et bien entendu, n'est-ce pas, des propositions s'il y a lieu. Donc cela dit, aujourd'hui, au sortir des élections, n'est-ce pas, de 2018. Est-ce qu'on peut vraiment aller... Voilà, pour aller un peu plus rapidement, ce que je voudrais vous dire... À la conception du gouvernement d'ouverture. Voilà, j'explique un peu, n'est-ce pas, de manière pédagogique, et vous comprendrez qu'en tant qu'enseignant, c'est important pour moi. Alors, aujourd'hui, au sortir des élections de 2018, chacun a compris que c'est une élection qui a été contestée par une partie, n'est-ce pas, de l'opposition. Chacun a compris que nous sommes dans une situation de crise et que ces élections, leur organisation n'était même pas une évidence lorsque le Premier ministre Boubèye venait à la primature. Et je salue aujourd'hui son action qui a permis effectivement d'aller, n'est-ce pas, aux élections, d'organiser les élections, de les réussir et véritablement, n'est-ce pas, d'éviter de tomber dans une situation comme celle que nous connaissons. Je termine à ce niveau en disant simplement qu'aujourd'hui, compte tenu, n'est-ce pas, de la situation de crise que nous connaissons, le président de la République a pris l'initiative d'ouvrir, n'est-ce pas, parce qu'on sait à peu près dans quelles conditions ce gouvernement, alors a pris l'initiative d'ouvrir le gouvernement, d'élargir la base politique, n'est-ce pas, de son action et de permettre aux différentes forces de conjuguer leur énergie pour, en tout cas, minimiser autant que possible les contradictions au niveau politique afin de permettre d'avoir une équipe alors vigoureuse, capable de porter, n'est-ce pas, de relever en tout cas les défis auxquels le pays aujourd'hui est confronté. Merci M. Camara, M. Diallo. La crise est arrivée à un niveau tel qu'il nous faut nécessairement un gouvernement d'ouverture afin de pouvoir mieux la gérer.
Je ne suis pas convaincu qu'il nous faut forcément un gouvernement dit d'ouverture, parce que comme les uns et les autres ont eu à le rappeler, nous avons eu plusieurs exemples dans lesquels un gouvernement dit d'union nationale, un gouvernement consensuel, un gouvernement qui était censé rassembler tout le monde, a été au contraire le gouvernement qui a le moins été capable de réussir à nous sortir des crises dans lesquelles nous avons été plongés. Et en contradiction à cela, ce qui s'est produit, c'est que forcément, les personnes et les partis, les organisations, les structures qui étaient dans ces différents gouvernements ont été forcées d'assumer un bilan sans pouvoir critiquer des choses qu'ils ne supportaient pas d'un pouvoir en place. Donc aujourd'hui, moi je ne suis pas si convaincu que cela, que ce soit une démarche qui nous permette de sortir de la crise, d'autant plus qu'il n'y a eu aucune forme de dialogue qui nous permette de diagnostiquer clairement les enjeux, les défis et les solutions à y apporter. Donc maintenant, ce que j'aimerais rajouter à cela, c'est que moi je n'ai pas non plus l'impression qu'il y ait véritablement une démarche allant dans le sens de la constitution d'une équipe dite d'ouverture, de mission ou quoi que ce soit. Si vous remarquez bien les différentes sorties du Premier ministre actuel, vous remarquerez que toutes les formations qui ont eu à critiquer la nomination de ce Premier ministre de manière forte et énergique n'ont pas reçu la visite de courtoisie de ce Premier ministre pour en entendre les priorités. Je vous citerai l'exemple de l'ADP Maliba, qui quand même comprend un groupe parlementaire composé de plus d'une dizaine de députés à l'Assemblée nationale. Je vous prendrai l'exemple des phares, qui eux aussi ont critiqué avec beaucoup de force la nomination de ce gouvernement et la soi-disant mise en place d'un gouvernement de mission. Et donc moi, j'attends, nous, notre parti a sorti un communiqué indiquant très clairement qu'aujourd'hui, nous jugerons le Premier ministre en fonction des actes qu'il posera et non en fonction de l'apparence que l'on veut nous donner. Et c'est ce que nous attendons, parce qu'aujourd'hui, dans un pays comme le Mali, un pays en crise comme le Mali, l'attente d'un gouvernement d'union nationale peut être aux yeux des populations quelque chose qui paraît comme étant porteuse d'espoir, mais en réalité, je crois que ça produirait l'effet contraire. Parce que si vous regardez bien, le Mali est un pays dans lequel une grande partie de la classe politique a soif de pouvoir, soif de position, soif d'intérêt, qui sont le plus souvent très personnels. Les gens sont prêts à toutes sortes de courbettes, rien que pour rentrer dans un gouvernement. Nous l'avons vu, nous connaissons des cas bien précis sur la scène politique où les gens ont été jusqu'à museler leur propre parti simplement dans l'objectif d'atteindre une position ministérielle. Donc aujourd'hui, ce que nous estimons, c'est que si jamais l'opposition décidait de rentrer dans le gouvernement, nous en tout cas, nous sommes prêts à assumer notre rôle d'opposition et à défendre une critique constructive qui nous permette de faire avancer le Mali. Merci M. Diallo. M. Diko, sommes-nous arrivés à un niveau qu'il nous faut nécessairement un gouvernement d'ouverture? Non, je crois que M. dit ça, la nécessité d'un gouvernement qui regroupe l'ensemble des forces politiques et sociales significatives de ce pays ne se pose pas. Je crois que les enjeux de l'heure, les défis, les problèmes qui assaillent notre pays commandent que les acteurs politiques se retrouvent. Mais il y a des préalables à cela. Entre autres préalables, il faut construire la nécessaire confiance entre les acteurs et cela passe par un dialogue complet de toutes les problématiques. Je crois à cet égard, le parti auquel j'appartiens, à travers le regroupement auquel lui-même appartient, a fait une proposition au président de la République, qu'on a appelé accord politique, assorti d'une feuille de route. Cet accord, de notre point de vue, devait créer le cadre nécessaire à la mise en œuvre même, à la mise en place même d'un gouvernement. Il fallait, encore une fois, reconstruire la confiance. Il fallait que les acteurs se retrouvent. Il fallait que chacun vienne avec ses propositions. Mais malheureusement, cette proposition que nous avons faite n'a pas eu les échos favorables. Et encore une fois, je ne suis pas confiant. Je ne suis pas confiant de l'issue d'un gouvernement de large ouverture. Je pense que ça a été rappelé et tout le monde en convient. Le pays est à un niveau où il ne peut plus continuer dans cette spirale meurtrière avec son corollaire de mort partout. Je pense qu'il est important que ceux qui assurent la haute direction du pays
aient conscience de ces défis-là et qu'ils acceptent de faire preuve d'humilité et d'ouverture. Nous n'avons pas... Je vous comprends bien, oui à un gouvernement d'ouverture, mais faisons attention aux préalables. Absolument, il y a des préalables. Il y a des préalables qui s'appellent dialogue politique. Il y a des préalables qui veulent dire qu'on s'entende sur un certain nombre de choses, qu'on s'entende sur la structuration du gouvernement, qu'on s'entende sur la mission à assigner à ce gouvernement, qu'on s'entende même éventuellement sur les personnalités, les profils qu'il faut pour les différents ministères. Donc vraiment, mais tout ça ne peut se faire qu'à l'issue. Je vous l'ai dit, le gouvernement doit être la finalité, doit être l'instrument qui aura en charge de mettre en œuvre ce qui aura été préalablement et convenablement convenu pour le pays. Ce n'est pas pour nous un quelconque partage de gâteau, bien au contraire. Si nous voulions, le gouvernement l'aurions eu depuis. Nous nous sommes assumés dans l'opposition et nous sommes fiers de l'action que nous avons conduite à ce niveau et que vraiment aujourd'hui nous ne sommes pas du tout épatés par un quelconque ministère, mais la situation du pays, la situation de crise que j'ai rappelée, la situation de crise identitaire, de crise sécuritaire, de crise sociale, de crise humanitaire. Allez-y faire un tour à Niamana, vous verrez des centaines de milliers de réfugiés dans leur propre pays. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse régler les problèmes du pays à travers qu'un gouvernement. On prend X, on le met. Vous pensez que ça règle ce qui s'est passé à Ogosagou? Vous pensez qu'en prenant un gars de l'opposition, en le mettant au gouvernement, ça règle le problème des attaques meurtrières contre nos camps militaires tous les jours? Non. Je pense que le pays, ce dont le pays a besoin aujourd'hui, c'est un dialogue global, transparent, sincère. Il faut que le président de la République, c'est lui qui assure la haute direction du pays, c'est lui la clé de voûte de nos institutions, qu'il accepte. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? C'est inédit. Nous avons, en plus de toutes les crises que j'ai rappelées, nous avons aussi une crise institutionnelle où la majorité parlementaire même décide de déposer un gouvernement. Je pense qu'un pays de ce genre, qui est confronté à des problèmes du genre, doit s'asseoir, discuter sincèrement, discuter sereinement pour trouver les voies et moyens de sortir de cette crise-là. Merci M. Duko. M. Bokoum, est-ce que c'est à peu près la même vision que vous avez? Oui à un gouvernement d'ouverture, mais attention à des préalables. Non, même pas. Vous savez, il faut qu'on soit précis. Les problèmes dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, c'est une décennie de gestion collective des partis politiques. Sous le régime de ATT, il l'a brillamment rappelé, c'était consensus démocratique, c'était un mot nouveau. Il a été le seul qui a réussi ce tour de force à ramener tous les partis politiques dans la gestion collective du pouvoir. Mais on a vu ce que ça donnait. Lorsque ça a éclaté, on avait du mal à trouver un responsable. Et donc aujourd'hui, je trouve que la solution ne demande pas cela. Tout le monde connaît les blocages. Ça veut dire que nous savons très bien où se trouve le point de blocage. Il ne faudrait pas qu'on continue de tourner autour du pot. Et 6 gouvernements, en 5 années et demie, 6 ans, 6 ministres, ou plusieurs gouvernements, prouvent tout simplement qu'il y a un problème de vision au sommet de l'État. Un problème de vision globale, une visibilité qui permet d'amorcer un climat d'apaisement et puis un climat de confiance. C'est la rupture de il n'y a plus de confiance. Et on ne va pas dire au parti Sadi de faire confiance sur un accord cadre, c'est un accord politique, lorsque ceux-là même qui sont les garants de ces accords violent la Constitution, qui est la loi suprême du pays. Et donc, dans ce pays, tout le problème est lié à ces violations flagrantes de loi. C'est-à-dire qu'il n'existe rien aujourd'hui qui puisse être considéré comme étant une loi non violable et que si vous violez, qu'il y a des sanctions. Il n'y a pas de sanctions. Dans un pays où il n'y a pas de sanctions, sur quelle base pouvez-vous dire que le président de la République va respecter les accords? Vous savez, en France, les années 80, quand François Mitterrand venait au pouvoir, il ne pouvait pas y accéder sans avoir un pacte politique avec le Parti communiste. Donc son deal était tout simplement de transformer le Parti communiste majoritaire en minoritaire. Donc il a signé ce qu'ils appelaient un programme commun qu'il n'a jamais lu. Il ne l'a jamais lu. Il l'a appliqué, il est venu au pouvoir et tout le monde sait ce qui s'en est sorti. Donc un programme politique sur le plan historique n'a jamais été contraignant pour aucun politique parce que tout simplement c'est une question d'opportunité, de temps et dans l'espace. Vous avez l'environnement dans lequel ça s'applique. Vous avez le temps qui est déterminé par celui qui détient le pouvoir.
Et après, vous avez des opportunités qui peuvent venir de n'importe où, surtout que le Mali est dans un processus où il en découle à chaque jour des événements inattendus qui bouleversent le donne. Et donc, il est hors de question que des vingtaines d'années de travail pour juste demander une orientation claire du pays, de donner une école juste et libre pour nos enfants, de donner un environnement sain pour nos enfants et de mettre les travailleurs et les masses laborieuses dans leurs droits et de remettre les terres aux paysans, que ce travail soit liquidé en 24 heures par une entrée dans un gouvernement pour je ne sais quoi. Et il a bien rappelé, si l'URD voulait, il pouvait être membre du gouvernement sans passer par FSD. Si le SADI voulait, il pouvait le faire. ADP Maliba, s'ils veulent, ils peuvent négocier des postes de gouvernement à tout moment pour rentrer dans. Donc ce n'est pas le jeu dans lequel on s'est retrouvé. Ce qu'on s'est retrouvé, la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés, c'est de trouver les voies et moyens de mettre la pression sur l'État malien, sur les responsables et les tenants du pouvoir, pour qu'ils amorcent un chemin qui peut nous amener vers la paix. Merci, M. Bokoum. M. Camara, nécessité d'aller vers un gouvernement d'ouverture? Bon, en fait, parler de nécessité, moi je parlerai d'opportunité. D'accord. Il est aujourd'hui opportun qu'on aille vers un gouvernement d'ouverture. Quelqu'un a parlé, n'est-ce pas, d'humilité du président de la République. Je crois que le président de la République a 1001 fois prouvé son humilité. Tout ce qu'il a subi comme attaque verbale, comme violence verbale, sans qu'il ne lève le petit doigt, montre à souhait, même au plus pessimiste, que cet homme est capable, n'est-ce pas, d'élévation. Et je vous avoue sincèrement que c'est parce qu'il a été suffisamment humble qu'il a décidé de son propre chef, sans y être contraint, d'aller vers l'ouverture, n'est-ce pas, politique. C'est en tenant compte effectivement des réalités que chacun connaît. Tout le monde est d'accord sur les diagnostics. Les diagnostics, c'est quoi? C'est que le pays est en crise. Maintenant, lorsque le pays est en crise, cette crise-là n'a pas commencé avec lui. Il gère les conséquences d'une crise dont il a hérité. Et l'État étant une continuité, il ne pourra en aucune manière se soustraire de la gestion de cette crise-là. Maintenant, entrer dans un gouvernement, c'est un choix politique. N'est-ce pas? Ce n'est pas entrer dans un gouvernement, ce n'est pas une camisole de force. C'est un choix politique responsable. Et ne pas aussi entrer dans un gouvernement, c'est aussi un choix politique. Et quand on fait un choix politique, on a le devoir d'assumer les conséquences politiques de ces choix politiques. Le président de la République a estimé aujourd'hui qu'à travers, n'est-ce pas, toutes les crises qui traversent le pays, et compte tenu alors de la nécessité d'apaiser le front politique et de permettre, n'est-ce pas, à l'ensemble des forces politiques de se retrouver autour de sa personne pour que les défis, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui ceux du pays puissent être élevés. Je pense que chacun doit tendre, disons, saisir cette main tendue pour véritablement apporter sa pierre à l'édification. Au sein de l'opposition, il y a des hommes et des femmes très compétents qui peuvent apporter quelque chose, bien entendu, en venant dans le gouvernement. Au sein de l'opposition, il y a des hommes et des femmes qui ont une base sociale, qui ont, n'est-ce pas, alors des relais sociaux. Et nous savons que les problèmes que nous connaissons aujourd'hui ne peuvent pas être résolus par, n'est-ce pas, une portion de la nation. C'est à l'ensemble des fils et des filles de la nation de se donner les mains. On peut même aider le gouvernement sans être membre du gouvernement. C'est clair. Moi, je ne considère même pas que ceux qui ne veulent pas venir dans ce gouvernement-là soient alors animés par des visions négatives, n'est-ce pas, ou en tout cas des motivations négatives. Simplement, n'est-ce pas, c'est des responsables politiques qui prennent des décisions politiques en toute responsabilité, et il leur revient en tout cas. C'est-à-dire que chaque Malien aujourd'hui, chaque patriote qui sait que ce que nous avons de plus précieux, de plus important, c'est ce pays-là, est censé comprendre que
n'est-ce pas, le pays est menacé dans ses fondements. Lorsque les enfants, n'est-ce pas, des mêmes pays sont prêts à prendre les armes pour s'entretuer, cela ne peut laisser indifférent personne. Lorsque, comme quelqu'un l'a dit, il y a, n'est-ce pas, des réfugiés, alors, qui sont un peu partout, cela ne doit pas laisser quelqu'un indifférent. Donc, pensez que, alors, on doit simplement, n'est-ce pas, se mettre dans des postures politiques ou dans des calculs politiciens pour simplement essayer de récolter, alors, des subsides, n'est-ce pas? Je me dis que ce serait mal évaluer la situation que nous vivons. Et je crois que chacun, en ce qui le concerne, doit s'engager du mieux qu'il pourra, qu'il soit membre de l'opposition ou de la majorité, pour permettre au pays de se stabiliser, pour permettre, n'est-ce pas, au pays alors de retrouver la paix, la sécurité et d'amorcer, n'est-ce pas, le développement en éteignant, bien entendu, n'est-ce pas, tous les feux que nous avons sur le plan social. Merci, M. Camara. M. Diallo, qu'on soit pour le fait d'entrer dans un gouvernement d'union nationale ou qu'on ne soit pas pour cela, et quelles que soient les raisons, les problèmes aujourd'hui du Mali ne nécessitent-ils pas forcément que les fils de ces pays-là se retrouvent? Bref, s'il faut ensemble faire ces pays-là, alors êtes-vous pour une telle démarche, ou bien selon vous, c'est juste un gouvernement qui est là, un président qui a été élu, c'est à lui de nous sortir de tout là. Est-ce que, homme politique que vous êtes prêt alors à une union sacrée autour de la République? Si oui, quelle est la couleur de cette union sacrée-là? Par quelle méthode on va y arriver? Je crois qu'aujourd'hui, il faut dire les choses de manière claire. À l'ADP Maliba, nous ne voyons le gouvernement ni comme un épouvantail, ni comme un objectif à tout prix. Cela veut dire très clairement que pour nous aujourd'hui, cette question de gouvernement d'ouverture, de gouvernement de mission, est un débat qui vient se poser après un certain nombre d'actes qui ont contraint en quelque sorte les autorités à aller dans cette démarche-là. Depuis le 22 septembre 2018, le président Alou Diallo avait d'ailleurs, dans un message qui a été très largement interprété par beaucoup de gens, appelé à ce qu'il y ait un dialogue entre ses frères aînés, Ibrahim Boubacar Keïta et Ismaïla Cissé. C'est le terme exact qu'il a employé. Donc la nécessité d'un dialogue pour trouver les solutions aux défis que rencontre le pays est quelque chose qui est partagé par tout le monde. Maintenant, nous sommes malheureusement dans une situation où il y a une forme d'orgueil qui a empêché le pouvoir en place d'aller vers ce dialogue-là très tôt pour nous éviter ce dans quoi nous nous retrouvons aujourd'hui. Il est très clair et évident, au vu de la durée qu'a mis ce gouvernement pour accoucher, qui n'est même pas encore en train de réussir à se faire, que le pouvoir en place se retrouve dans une impasse totale. Une impasse qui vient montrer que depuis plusieurs mois, elle a refusé d'entendre la voix des Maliens. Mais maintenant que ce pouvoir entend finalement. Je ne pense pas qu'il ait toujours entendu. C'est ce que je vous ai dit depuis le début de mon intervention. Moi, j'ai l'impression claire et nette que cela vient par la force. C'est la rue qui nous a amenés vers ce gouvernement de mission. C'est les députés et leur motion de censure qui nous ont amenés vers ce gouvernement de mission. Sinon, auparavant, on nous a très clairement fait comprendre que l'opposition était en train de piailler simplement parce qu'elle avait perdu les élections. On avait réduit toutes les revendications de l'opposition et des Maliens à une question purement électorale et électoraliste. Or, c'est faux. Aujourd'hui, les Maliens ont tous conscience qu'il faut se parler et trouver un diagnostic précis qui nous permette de sortir de cette crise-là. Et si cela avait été fait depuis le moment où ça a été demandé, c'est-à-dire Alou Diallo le 22 septembre, Ismaïla Cissé, je crois un peu plus tard, Oumar Mariko, beaucoup d'acteurs politiques ont appelé à un dialogue pour sortir de cette crise-là. Mais si cela avait été fait depuis le temps, on ne serait pas ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Il a fallu que les Maliens prennent la rue. Il a fallu que les députés soient pris quasiment en otage par les populations pour que même la majorité se lève et dise stop. Qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, ce que nous nous demandons, qui est clair et qui est net, c'est qu'aujourd'hui, le président de la République lui-même fasse preuve d'initiative personnelle, sincère,
qui montre qu'il y a une réelle volonté d'aller vers le rassemblement des Maliens, qui montre qu'il y a une réelle volonté d'éteindre le feu qui existe entre lui et des composantes quasi essentielles de notre population. Regardez l'incendie qu'il y a entre le président de la République et les principaux leaders religieux de ce pays, Mahmoud Diko et le shérif de Nioro. Regardez l'incendie qu'il y a entre le président de la République et les syndicats, qui sont aujourd'hui dans une posture très radicale parce qu'ils ne comprennent pas du tout la direction dans laquelle les choses vont. Donc aujourd'hui, je pense que ce n'est pas un Premier ministre ou un gouvernement qui réussira à trouver des solutions aux problèmes des Maliens. Pour tous les Maliens, c'est au président de la République d'assumer le rôle qui est le sien, d'unir tous les fils du pays et de sortir des postures qui sont celles simplement d'indexer une opposition, de vouloir simplement rejouer une élection, alors que ce n'est pas le cas. Merci. Si nous voulions rejouer une élection, ça se passerait autrement. D'accord, merci M. Diallo. M. Diko, il y a problème partout et là, je crois que tout le monde le partage. Les Maliens souffrent et veulent vraiment sortir de tout ça. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je crois qu'avant de répondre à ce que nous pouvons faire, je voudrais réagir aux propos de M. Camara, qui dit que le président de la République a décidé d'aller au dialogue sans y être contraint. Je pense que ce n'est pas juste au regard des événements qui sont succédés ces derniers temps. J'ai rappelé ici la motion de censure soutenue par la majorité. N'oubliez pas qu'il y a eu le 5 avril dans ce pays, où le président de la République a été dès le lendemain contraint de rencontrer ceux qui étaient dans les rues, en tout cas ceux qui ont appelé à cette sortie, notamment Mahmoud Diko, et je m'étais vraiment attristé de voir que le président ait convié ses leaders religieux sans les acteurs politiques. À mon avis, c'était une erreur fondamentale. Je pense aujourd'hui, quand il y a grogne dans ce pays, il est important que les acteurs politiques, qui sont les principaux acteurs de la vie publique, soient associés. Donc la motion de censure est venue parachever cette dynamique populaire. Je suis heureux qu'il ait entendu en partie cette vox populi. Mais les sorties qui ont suivi, les déclarations, les messages, les communiqués de la présidence, encore une fois, me poussent à être sceptique sur la suite. Je n'ai pas encore l'impression que le président de la République ait pris la mesure des événements. J'ai rappelé à certains de mes amis que le tort de notre président et des nombreux gouvernements qui se sont succédés, c'est de s'être comporté dans ce pays comme si le Mali était un pays normal. En 2013, quand il venait, le pays n'était pas normal. Ce qu'on doit faire, pour revenir à votre question, je l'ai dit au départ, c'est un dialogue. Il faut contraindre le chef de l'État à accepter d'engager avec les acteurs politiques un dialogue sincère. Il ne s'agit pas d'aller le rencontrer pour 30 minutes. Il a rencontré le président Soumaïla Cissé au nom du FSD. La rencontre a duré 30 minutes. Il a rencontré M. Ousseini Amion Guindo au nom de la COFOP. Elle a duré 30 minutes. Vous pensez que 30 minutes suffisent pour débattre des questions du pays? Les périls actuels, 30 minutes suffisent pour en débattre? Mieux, au sortir de cette rencontre, il avait été convenu un certain nombre de choses. Notre surprise fut grande de voir que le président a solitairement nommé un Premier ministre et la présidence de la République s'est fendue d'un communiqué pour donner l'impression que ce choix du Premier ministre procède d'un consensus. Non, ni l'opposition, en tout cas ni Soumaïla Cissé, ni Ousmane Amion Guindo, encore moins ADP Maliba ou Sadi, n'ont été associés au choix de ce Premier ministre. Maintenant, ses soutiens comme Camara et autres diront que c'est de sa prérogative constitutionnelle. Je ne lui conteste pas. Mais il faut toujours garder à l'esprit que nous ne sommes pas dans un pays normal. Donc, quand nous ne sommes pas dans un pays normal, on doit faire preuve d'humilité, de sincérité, d'ouverture et comprendre qu'on peut même souvent, au nom de l'intérêt général, au nom de la stabilité politique et sociale de ce pays, renoncer à certaines de ses prérogatives et aller, il a parlé d'orgueil, aller vers les acteurs de la vie publique. Aujourd'hui, il est illusoire de pouvoir régler cette crise sans dialogue. Merci. Donc, ce que l'on doit faire, encore une fois, c'est d'approfondir le dialogue. Je dis bien dialogue et un dialogue sincère. Merci beaucoup, M. Diko. Je ne permettrai pas, vous aurez votre tour de parole, M. Diallo. M. Bokoum, alors, devant toute cette crise, tous ces problèmes,
Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire vraiment? Et Robert, devant cette crise, il faut que le président essaye d'entendre son peuple, d'écouter son peuple. Il l'entend, mais il ne l'écoute pas. Parce que ceux qui sont écoutés, c'est la communauté internationale. Il écoute la communauté internationale parce que cela s'explique par sa démarche, sa persistance d'aller vers un référendum. Et cela se voit même sur la feuille de route qu'ils ont fait retourner au niveau de... Je ne vais pas rentrer dans les détails de la feuille de route parce que ce serait ne pas me rendre service moi-même du point de vue crédibilité. Nous avons reçu effectivement des documents venant de la primature dont le contenu reste déjà au niveau des hauts responsables des différents partis. Mais vous avez toujours là l'impression qu'il n'y a un seul souci, c'est de suivre la communauté internationale. Nous ne sommes pas contre la communauté internationale. Aucun Malien n'est contre la communauté internationale, mais quand on préside un pays, la communauté internationale est un ensemble de pays qui ont aussi des peuples. Et ils écoutent leurs peuples. Il faudrait que le président puisse comprendre que c'est la volonté souveraine du peuple qui doit s'exprimer en premier pour pouvoir accomplir le désir de la communauté internationale qui ne peut pas, en principe, aller à l'encontre du peuple malien. Parce que leur principe, leur présence ici, c'est de ramener la paix. Et donc, on ne peut pas comprendre que leur démarche soit désavouée par le peuple. Et donc, là, il y a un problème qui se pose et le président est dans l'incapacité de poser le problème avec ses partenaires, avec ses adversaires ici, si vous voulez bien, pour qu'on puisse trouver un moyen de répondre efficacement à cette situation. Donc, je vous dis qu'il ne serait pas possible pour lui d'avancer lorsqu'il ne veut pas écouter ce que dit son peuple, parce que nous ne voulons pas de référendum. Nous ne voulons même pas d'élection avec le fichier actuel, parce que c'est un fichier qui est à la base de toutes les contestations actuelles. C'est un fichier que personne ne maîtrise, c'est un fichier qui est malsain, qui est truffé de tricherie et de toute nature. Et donc, comment voulez-vous encore venir poser la question du référendum qui est l'une des... Après, qui est aussi une source de conflit. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens oublient que la loi fondamentale également est une loi politique et qui peut ramener encore une autre crise supplémentaire sur celle que nous vivons aujourd'hui. Donc moi, à mon avis, le président de la République doit comprendre cela et se détacher de certaines prérogatives, à moins qu'il pense toujours qu'il est le chef, parce qu'il l'a montré en nommant le Premier ministre. C'est un message. C'est un message à l'égard de l'opposition pour montrer que c'est moi qui décide. Eh bien, si c'est lui qui décide, il n'a qu'à aussi décider pour son gouvernement. Il n'a qu'à continuer sur le chemin qu'il souhaite, parce que quand on prend les élections dans un pays de cette manière-là, je pense qu'on doit aussi essayer d'avoir un peu d'humilité. Mais s'il continue là-dessus, eh bien, nous sommes dans nos rôles, mais il faudrait que les Maliens et les autres comprennent que nous faisons une différence entre des adversaires et ceux qui sont des ennemis. Nous ne pensons pas que ce sont nos ennemis. Nous pensons tout simplement que ce sont des adversaires politiques que nous combattons sur le plan des sujets qui concernent notre souveraineté nationale, notre conception de l'indépendance de notre pays, etc. Un certain nombre de sujets sur lesquels, qui sont également, nous aussi, nos domaines régaliens des partis politiques et que nous ne pouvons céder en aucune manière sans une clarification avec, comme je le disais, une fermeté requise. Merci, M. Babarou Bokoum, M. Camara. Qu'est-ce que nous pouvons faire vraiment pour sortir le Mali de toute cette crise multidimensionnelle? Bon, en réalité, je suis surpris, n'est-ce pas, par les propos des uns et des autres. Mais la démocratie a cet avantage qu'il faut toujours respecter, n'est-ce pas, les opinions, même si elles ne sont pas exactement, n'est-ce pas, celles que nous défendons. Vous savez, dire que le président de la République n'a pas pris la mesure de la situation, franchement, je pense que de manière objective, lucide, on ne peut pas soutenir une telle allégation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on est en train de faire. Le président de la République a pris l'initiative du dialogue. On dit, n'est-ce pas, qu'il faut un dialogue. Je ne sais pas dans quelle langue on voudrait que le président de la République dise cela. Sa volonté de dialoguer a été clairement annoncée et plusieurs fois. Donc, cela dit, le président de la République, dans sa volonté de dialoguer,
d'ouvrir le gouvernement, de permettre aux différentes forces politiques significatives de prendre une part dans l'action du gouvernement afin de conduire cette action dans l'intérêt supérieur de la nation, ne peut pas non plus être mis au même niveau que les autres leaders de la classe politique. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a un fait qui est là. On est allé à une élection. Il y a quelqu'un qui a gagné ces élections-là. Et il y a d'autres qui ont perdu ces élections. Ça, c'est un fait. Et la Constitution ne demande pas au président de la République d'avoir l'approbation ou bien, n'est-ce pas, de l'ensemble de la classe politique pour pouvoir désigner un homme. Si aujourd'hui le président de la République doit demander, n'est-ce pas, à toutes les forces politiques et religieuses en présence aujourd'hui sur le terrain pour pouvoir nommer un Premier ministre, les gens s'impatientent déjà que le gouvernement ne soit pas mis en place. Je crois qu'ils n'auraient même pas pu déjà mettre, n'est-ce pas, nommer alors un Premier ministre. Donc en définitive, le dialogue. En définitive, le dialogue. Et ce dialogue est déjà amorcé. Un Premier ministre, n'est-ce pas, a été nommé. Et ce Premier ministre, alors, a pris attache avec l'ensemble, n'est-ce pas, des forces vives et des forces politiques en présence, n'est-ce pas, dans le pays. Et je crois que, alors, le fait que le gouvernement tarde à voir le jour, cela est lié au simple fait que, n'est-ce pas, ces discussions qui sont en cours, alors, doivent permettre d'avoir, en tout cas, un gouvernement capable de porter les ambitions de notre peuple et de relever les défis auxquels nous sommes actuellement confrontés. Merci, Monsieur Camara. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous êtes bel et bien sur Africable Télévision et dans l'émission politique Le Débat qui porte sur le thème ce soir, faut-il nécessairement un gouvernement d'ouverture? Et nous sommes avec Monsieur Chekmar Diallo, secrétaire politique du comité exécutif du bureau sortant ADP Maliba Alliance démocratique pour la paix, Monsieur Chekne Camara, président des bâtisseurs, Monsieur Babarou Bokoum, secrétaire politique du SADI, M. Mamadou Abdoulaye Diko, membre du bureau exécutif URD, adjoint au secrétaire politique. Eh bien, je vous rappelle tout simplement qu'il ne nous reste plus que 5 minutes, si bien que chacun d'entre vous n'aura qu'une minute, mais vraiment pour son dernier mot. Je commence par vous, M. Diallo. Je conclurai mes propos en rappelant à notre ami Chekne Camara que si nous devons revenir sur le vainqueur de l'élection, nous pourrions passer tout un mandat à en discuter. Cela n'est pas le débat. Le débat aujourd'hui, c'est de prendre la mesure de la problématique dans laquelle se trouve le pays. Et comme ça a été dit par les uns et les autres, la mesure de cette colère populaire qui existe et de cette attente populaire qu'il y a n'est toujours pas comprise. La preuve en a été, après les dialogues qui ont eu lieu à l'issue des marches du 5 avril, de manière expéditive, on nous a annoncé un débat dialogue national une semaine plus tard, dialogue national qui ne devait porter que sur la révision de la Constitution. Aujourd'hui, le choix du Premier ministre n'est qu'un choix qui, pour l'écrasante majorité des Maliens, est un choix d'une forme de continuité. Et aujourd'hui, ça, on ne peut pas le nier. Donc, nous estimons de manière claire et évidente qu'il est temps que les autorités prennent la mesure réelle du problème dans lequel le Mali est plongé depuis maintenant plus de 10 ans et qu'il trouve les solutions adéquates pour ouvrir un véritable dialogue, pas un dialogue expéditif qui doit simplement satisfaire nos amis internationaux, mais un dialogue réel, profond, qui permette et qui donne le temps aux Maliens d'accepter et de s'accepter. Parce qu'aujourd'hui, la rupture est réelle, elle est totale. Et nous, à l'ADP Maliba, nous sommes convaincus que ce que nous allons faire ne sera que le respect de nos principes, de nos convictions, de nos valeurs, qui sont celles de l'opposition. Merci beaucoup, M. Diallo. M. Diko, votre dernier mot en une minute. Oui, M. Dissa, je crois que la volonté de dialoguer est une constance chez le chef de file de l'opposition. Il n'y a pas un grand sujet de ce pays sur lequel il n'a pas exprimé son souhait d'engager la discussion avec les hautes autorités du pays. Il l'a dit, je crois qu'il est inopportun et à la limite, ça n'arrange pas la dynamique amorcée qu'on parle aujourd'hui de qui a gagné l'élection et qui l'a perdu. Ce qui est important, c'est que chacun doit regarder dans la même direction.
j'ai rappelé les défis auxquels notre pays est confronté. Un régime, une personne, un gouvernement seul ne peut pas régler ces crises. Je pense que nous devons tous travailler à un dialogue sincère. Je n'ai pas dit que le président de la République n'a pas pris l'initiative d'appeler son cadet comme il l'a dit, ou d'appeler les imams, mais je veux un dialogue sincère, un dialogue national sincère, pas la manipulation de l'opinion, pas un faire semblant. Le pays n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Les défis de l'ère commandent une autre posture. Et quand on est président de la République, comme je l'ai dit, on est la clé de voûte des institutions, on est l'aîné sans être le plus âgé et la responsabilité lui incombe plus que tout le monde. Merci. Et donc, notre disponibilité à ces dialogues n'a jamais fait défaut et encore une fois, nous réitérons cette disponibilité à aller à ces dialogues qui doit conditionner tout le reste. Merci beaucoup, M. Diko. M. Bokoum, en une minute, votre dernier mot. Merci, Robert. Je dis que pendant des années, pendant des décennies, on a essayé de diaboliser le parti Sadi et son président, le camarade Oumar Mariko, par rapport à nos démarches, à nos prises de position qui sont certes, quand même, qu'on le veuille ou pas, des positions claires, des positions courageuses et des positions qui vont uniquement dans le sens de l'intérêt du pays. Donc aujourd'hui, il m'appartient de le dire d'une façon claire, que nous avons conscience que nous habitons le même toit et que nous avons le souci permanent de voir ce pays aller sur un sens, sur un chemin qui puisse nous permettre aujourd'hui de reprendre la place qui était la nôtre dans l'Afrique. Et donc, je dis tout simplement que cela n'est fait que notre parti, les positions que nous prenons, et surtout concernant le gouvernement d'union nationale, n'est destiné contre personne. Ce n'est destiné contre aucun parti, ce n'est destiné contre aucun homme. Mais c'est dans le souci permanent de voir ce pays évoluer dans une véritable démocratie, capable de pouvoir assurer son indépendance et sa sécurité nationale, et à tout point de vue que nous acceptons de rentrer dans des compromissions qui ne mènent nulle part, si ce n'est de mettre le pays encore et encore vers le chaos. Et donc sur ce, je dis, je vous remercie. Nous remercions Africable. D'ailleurs, c'est l'occasion de le dire, que s'il n'y avait pas Africable, aujourd'hui, je me pose des questions où allait se trouver la situation politique malienne. Parce que le rôle que vous jouez aujourd'hui fait que, il faut le dire honnêtement, ce n'est pas une question de personne. Ce que vous apportez au débat politique malien aujourd'hui fait que vous êtes un des seuls acteurs politiques, un des seuls acteurs de la presse qui apporte un éclairage sans parti pris, sans aucune démagogie, pour tout simplement permettre au pays de se retrouver sur la voie de la vérité, de la démocratie et du progrès. Et donc, même si le Mali venait à s'arrêter ici aujourd'hui, on retiendra que vous étiez dans votre rôle. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bokoum. Vraiment, j'aurais aimé vous laisser parler comme ça d'Africable toute la nuit. M. Camara, votre dernier mot en une minute. Très bien, je suis vraiment d'accord avec lui par rapport à Africable, qui est vraiment une chaîne à saluer. Cela dit, je pense que le dialogue est déjà en cours. Et ce dont on a besoin, c'est que ce dialogue continue, prospère, se fructifie. Mais il faut aussi agir. L'action, n'est-ce pas, est nécessaire. L'action urge. Il y a des hommes et des femmes qui meurent chaque jour. Il y a, n'est-ce pas, des enfants qui sont en dehors des salles de classe. Il y a des défis auxquels, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas nous soustraire quand il s'agit d'agir. Et je pense que le président de la République a appelé l'ensemble des fils et des filles de la nation, en faisant référence à Guézo, en disant que si chacun, n'est-ce pas, des enfants du pays, alors mettez sa main autour de la jarre, alors, n'est-ce pas, le pays sera sauvé. Et j'espère que le dialogue qui est en cours et qui doit se poursuivre doit véritablement permettre à chacun, n'est-ce pas, des enfants du pays, d'apporter sa pierre à travers ses idées. Et aussi que chacun à son niveau apporte sa pierre à travers son action pour que notre pays sorte, n'est-ce pas, de la situation critique qu'elle connaît et qu'elle retrouve sa place, qui a toujours été une place, n'est-ce pas, de lanterne, une place d'avant-garde, alors sur l'échiquier politique africain. Merci. Nous sommes quand même les héritiers du président Modibo Keïta.
Merci beaucoup, Monsieur Camara. Mesdames, Messieurs, encore que nous étions ce soir avec Monsieur Cheikh-Oumar Diallo, secrétaire politique du comité exécutif du bureau sortant ADP Maliba, Alliance pour la paix. Nous étions également en compagnie de Monsieur Cheikhne Camara, président des bâtisseurs, Monsieur Babarou Bokoum, secrétaire politique Sadi, et Monsieur Mamadou Abdoulaye Diko, membre du bureau exécutif national URD, adjoint au secrétaire politique. Avant de nous quitter, permettez-moi de vous relire ces communiqués de l'honorable Amadou Cham, président de ADP Maliba, qui dit: le parti ADP Maliba a décidé depuis la fin du second tour de l'élection présidentielle d'engager un dialogue responsable et constructif avec le pouvoir en place pour sortir le Mali de cette crise multidimensionnelle. Aucune déclaration contraire n'engage le parti dont j'assure la présidence jusqu'à l'organisation du prochain congrès, signé le président honorable Amadou Cham, chevalier de l'ordre national. Mesdames, Messieurs, pour ma part, je retiens du débat de ce soir qu'il faut un véritable dialogue, un dialogue qui est en cours déjà, mais qui doit être véritable et sincère, et qu'il soit vraiment mené en toute confiance et dans le respect des engagements. Merci, mesdames, messieurs, pour votre fidélité. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission politique, les débats. Portez-vous bien. Bonne soirée.